Oui, donc, effectivement, permettre à nos adolescents de s'épanouir, d'avoir confiance en eux, évidemment, c'est ce qu'il faut faire. Mais comment? Voilà, comment? Et je pense que c'est surtout un état d'esprit. Et si vous voulez, ce recul que m'a donné le temps me permet de comprendre qu'on se construit tous dans un climat émotionnel et qu'au fond, tout le processus de la vie, vous voyez, va se jouer, mais comme chez l'animal, mais nous avec des particularités qui sont les nôtres, c'est-à-dire cette capacité d'être conscient de nous, qui fait l'être humain, eh bien, comme chez l'animal quand même, la vie se joue entre deux émotions fondamentales au fond, la menace, la peur d'un côté, et la confiance de l'autre. Voilà. Et que c'est par la confiance qu'on va explorer le monde, qu'on va être dans l'échange, dans la vie, que la vie est une co-création permanente. Nous n'existons pas en tant qu'individus sans le contexte. Tout ce qui est de la vie, c'est un échange. Ce qui fait la vie, c'est l'échange. À tout point de vue, arrêter de respirer, ça ne va pas durer longtemps. Hein, bon. Alors, bon, vous n'êtes pas programmé pour arrêter, donc même vous le voudriez, vous n'y arriverez pas. Mais c'est pareil dans tous les autres domaines. Hein. On pense qu'on existe, on n'existe que dans l'échange. Alors ça, c'est important de le savoir. Et que dans le cadre de cet échange, pour qu'il y ait confiance, il faut qu'on soit dans des relations de confiance. C'est assez basique. Et dès qu'il y a un sentiment de menace, de peur, évidemment que ça va susciter en miroir de la menace et de la peur. Qu'on se construit beaucoup en miroir. Donc tout le problème va être comment créer une ambiance qui soit porteur. Et il me semble que cette ambiance porteuse, actuellement, il y a besoin, pour qu'elle soit créée, de donner du sens. Nous sommes, au fond, dans un manque de sens. Il y a presque un surcroît de sens à l'heure actuelle avec une information et des possibilités, disons, de croyances, de réflexion indéfinies avec les moyens de communication actuels. Mais qu'en même temps, il faut plus basiquement, autour de nous, dans nos familles, au fond, réapprendre à comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, dans quel but on fait ce qu'on fait, notamment l'école. Vous voyez qu'au fond, on vient d'une civilisation où pendant des siècles, il y avait une autorité verticale qui s'était installée, avec une autorité qui venait d'en haut, avec le niveau religieux, puis après les représentants sur Terre éventuellement, et puis au sein des hommes, de ceux qui avaient l'autorité, pour X raisons, et les parents sur les enfants, enfin, etc. Donc une autorité verticale, qui ne disparaît pas totalement, bien entendu, puisque de toute façon, si vous voulez, le fait d'être plus ancien fait autorité, qu'on le veuille ou non, sur les plus jeunes. C'est-à-dire vraiment qu'on a une position éducative, qu'on le veuille ou non, du fait même de l'attente des plus jeunes à l'égard des plus anciens. La vie, c'est une attente. On attend toute notre vie. Bon. Mais ceux qui sont devant nous, on sait qu'ils ont vu un peu plus de paysage. Donc, quoi qu'ils fassent, on attend qu'ils aient une réponse. Et pas de nous dire, attends, nous, on n'a rien vu, tu te débrouilles ici, vous avez vu. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, ce que vous avez vu des choses. Et donc, il y a une attente. Et cette attente, elle fait de tout adulte, à mon avis, qu'il le veuille ou non, un éducateur. Et notamment à l'école. C'est-à-dire que l'adulte sert de modèle implicitement. Ça ne veut pas dire qu'on se conforme au modèle. On peut même prendre le contraire, qui est une autre façon de se conformer, mais enfin une façon opposée. Et voyez, il y a une influence, il y a un rôle éducatif, mais cette éducation, elle n'a plus l'autorité qu'elle pouvait avoir autrefois. C'est une chance, c'est un risque. Mais c'est aussi une chance. Et personnellement, moi je pense que jamais, depuis que le monde est monde, les adolescents n'ont eu autant de chance, je dirais, qu'aujourd'hui. Parce qu'ils sont au cœur du vivant, dans une possibilité. La vie, si vous voulez, c'est l'échange. Et là, en matière d'échange, ça va, quoi. Il y a des possibilités d'ouverture qu'on n'a jamais connues. Et c'est la première fois, au fond, que des jeunes peuvent se dire, mais des jeunes comme nous, il y en a partout, et communiquer avec eux. Même en sachant à peine lire et écrire, ils arrivent à communiquer par les moyens actuels de communication, si on veut. Avec des Chinois, avec des Japonais, avec des gens de partout. C'est formidable. Il y a quelque chose de formidable, et en même temps, c'est un risque. Mais ça a toujours été ça. Vivre, c'est un risque. Le seul endroit où il n'y a pas de risque, c'est au cimetière. Oui, mais c'est pas très confortable, hein, très gai. Donc, la vie, forcément, un risque. Dès que vous sortez, vous bougez, il y a un risque. Voilà. Et en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a toute la richesse. Donc là, il y a une ouverture formidable.
Mais cette autorité verticale qui s'imposait, tu es tes parents, tu nous écoutes, tu suis notre éducation, c'est comme ça, tais-toi et puis tout ira bien. Qui n'était pas d'une richesse exceptionnelle, qui a montré ses limites, parce qu'il n'y a pas comme ça à pleurer sur le passé et le siècle passé qui était merveilleux. Il y a eu quand même des atrocités terribles, bon, et une destructivité terrible. C'est la première fois qu'on est si longtemps sans guerre en France, bon, depuis des siècles. Bon, il faut quand même savoir l'apprécier, hein, bon, parce que ce n'est pas spécialement positif. Donc, cette autorité, elle ne nous a pas préservés. Hein. Arrêtons de nous raconter des histoires. Hein. Mais elle avait un côté reposant. Parce que, voilà, on avait, comme dit un de mes collègues sociologues, nous, on est la génération sacrifiée. Je parle de la mienne. Hein. Parce que, enfant, on aurait bien aimé parler à table, mais il n'était pas question d'en plus parler. Et maintenant, enfin quand même, moi je suis grand-parent, je pense pouvoir parler, mais mes petits-enfants parlent tellement que je ne peux pas en placer. Bon, donc, et que je suis obligé de crier de temps en temps pour dire j'existe, je veux dire, bon. Mais, d'ailleurs, c'est pas hostile, hein, ils ne m'empêchent pas de parler, ils n'ont rien contre moi, ils sont plutôt gentils. Simplement, ça ne les dérange pas de parler en même temps que moi, parce qu'ils ont des choses à dire, ils le font, voilà. Donc c'est vécu, c'est pas hostile, hein, aussi. C'est très important de comprendre que beaucoup d'attitudes éducatives qu'on n'avait pas, qu'on avait, que les enfants n'ont pas, on va les considérer comme si c'était qu'ils étaient mal élevés ou qu'ils étaient provocants. Pas du tout. Ils sont très ouverts. Hein. Vous pouvez parler en même temps qu'eux, comme eux, ils font 36 choses à la fois, regarder la télé, écrire sur leur machin. Enfin bon. Donc ça n'a pas du tout un côté hostile, mais on va le vivre nous comme. Donc faisons attention à nos interprétations. Donc on n'a plus cette autorité verticale, mais je crois qu'il faut la remplacer, non pas par le laisser-faire ou baisser les bras, mais en disant pourquoi, en donnant des explications, et c'est une grande richesse, sur pourquoi on fait ce qu'on fait. Voilà. Pourquoi on a des valeurs. Pourquoi nous, ça ne veut pas dire qu'elles soient intangibles, ça veut dire que pour nous c'est important. Il faut pouvoir le dire et l'assurer, sans l'imposer nécessairement. Tu dois être ça, ou si c'est pas ça, c'est mauvais. Non. Les choix de la vie, c'est pas uniquement entre bon et mauvais, le diable et le bon Dieu. Il y a eu un moment quand même où aussi, c'était toujours binaire. C'est l'ordinateur, vous voyez, qui est binaire. Hein. Ça passe ou ça passe pas. Mais la vie, elle n'est pas binaire, elle est pleine de nuances. Hein. Plein d'intermédiaires. Tout ce qui est mauvais à un moment peut se transformer en bon aussi ultérieurement. Elle est pleine. La vie, c'est la complexité. Et non pas comme ça des systèmes binaires. Donc c'est une richesse d'arriver à cela. Mais il faut aussi que nous soyons devant nos enfants, les petits-enfants, des témoins, je dirais, de la beauté potentielle de la vie. Et c'est ça, la vie. Alors on sait qu'il y a des malheurs, justement parce qu'elle peut être belle, mais on sait aussi qu'elle peut ne pas l'être et qu'elle peut nous faire souffrir, mais elle peut nous faire souffrir parce que, justement, on aurait des choses très belles à vivre dans les liens, dans les échanges, ouais. Et que la vie, c'est le développement des potentialités de l'être vivant. C'est pas nouveau, c'est d'ailleurs assez, ce que je dis sur le fond, assez biblique. Enfin, c'est l'histoire de la graine, enfin, c'est-à-dire que tout le vivant, c'est un potentiel. Si vous voyez une graine comme cela, une graine, bon, c'est pas une graine de petits pois ou d'amande, voilà, par la croquer, ça n'a pas un intérêt fou. Sauf que si vous la mettez dans un milieu favorable, qui a des échanges, une co-création de la terre avec des éléments fertilisants, de la chaleur, de l'eau, et bien la graine, elle va pousser, elle va donner un arbre, ça va donner des fleurs, les fleurs vont nourrir les abeilles vont... Et c'est le monde comme ça. Ouais. C'est un potentiel, tout le vivant. Et tant que nous vivons, nous gardons un potentiel, jusqu'à notre dernier souffle, de découverte d'aspects de nous-mêmes qu'on n'avait pas tellement perçus. Non. Alors c'est ça qu'il faut voir dans les enfants. Leur dire, vous avez un potentiel de beauté à l'intérieur de vous, et vous devez essayer de le cultiver et de ne pas l'abîmer. Et un des moyens de culture à l'heure actuelle, formidable, peut-être la plus belle création des êtres humains, c'est l'école. Voilà, à l'école, on va vous donner en une quinzaine d'années ce que l'être humain a mis des milliers d'années à arriver à comprendre. On va vous en faire un digeste, voilà, qui va vous permettre de donner des outils pour déchiffrer le monde. Vous voyez, l'école, aller à l'école, c'est comme si on vous donnait un sixième, un septième sens. C'est aussi important que le goût, que l'odorat. Si vous ne savez pas lire, si vous ne savez pas écrire, une partie du monde vous est totalement invisible. Comme si vous n'avez plus d'oreilles, vous n'entendrez plus les sons. Si vous savez lire, écrire, le sens des mots, vous allez découvrir la richesse de la science, la richesse des romans, tout ce qui peut se dire, s'écrire, tout ce qu'on a compris du monde. C'est fantastique.
comme si on vous donnait des sens supplémentaires. Il faudrait y aller à genoux à l'école. C'est merveilleux. Alors, est-ce qu'on en parle comme ça? Je ne suis pas sûr, rappelez-vous comment on dit. Comment on parle de l'école, comment la voit arriver sur les journaux. Ouais, il faut aller à l'école, c'est obligatoire. De toute façon, on n'y apprend rien, c'est désuet. Les gens qui sont là sont inadéquats, et puis vous serez de toute façon au chômage, mais enfin, il faut quand même y aller. Il n'y aura que quelques-uns qui en tireront bénéfice. Mais enfin, comment on parle de l'école? Non mais, oui. Qu'est-ce qu'ils entendent de l'école? Est-ce que ça donne envie d'aller à l'école actuellement? Alors c'est ça. Et là aussi, quand on parle de la prévention, alors attention, voilà les 20 dangers qui te menacent. Bon, tu dois manger suffisamment pour ne pas être anorexique, mais pas trop pour pouvoir être boulimique. Puis si tu manges trop, tu auras un diabète. Et puis par exemple, si il ne faut pas fumer, puis ne bois pas parce que l'alcool fait ceci comme ça. N'oublie pas la drogue, prends un préservatif, attention au sida. D'accord, il faut informer. Mais la vie, c'est pas ça. Pourquoi c'est important, ça? Et puis parce que tu as un potentiel et qu'il ne faut pas l'abîmer. Parce que tu en vaux la peine. En tant qu'enfant, en tant qu'adolescent. Comme tu as cette beauté en toi, il faut que tu apprennes à porter attention. Voilà. Pour ne pas l'abîmer. C'est ça. Pour pouvoir en tirer le plaisir, de l'épanouir, d'en faire quelque chose. Et si on ne te dit de ne pas faire ceci, cela, c'est pas parce qu'en soi c'est mal, c'est parce que ça t'abîme. Voilà. Et ça serait trop dommage d'abîmer ce potentiel. Pas tout à fait la même chose, vous voyez. Je crois que c'est ça qu'il faudrait faire ressortir. C'est à cause du plaisir, au sens profond, le plaisir de développement que peut t'apporter tout ça, que c'est important de faire ce qu'on te dit, de ne pas t'abîmer. Et puis il faudrait, je le disais d'ailleurs à ces jeunes cet après-midi, qu'on se rende compte justement, qu'on apprenne maintenant grâce aux découvertes de la science, et que dans les programmes scolaires, je m'étonne que ce ne soit pas dit, ou là aussi quand on fait des sciences physiques, le corps, bon, on énumère, mais il faudrait qu'on retrouve nous, les adultes, des capacités d'émerveillement quand même. Retrouver ces capacités d'émerveillement. Alors pas tous les jours, on ne va pas s'émerveiller tous les matins, parce que ça devient comme tout. Si ça se répète, vous voyez, ça perd son intérêt. Bon. Mais il faut de temps en temps, oui, rappeler l'émerveillement de la vie. Je leur disais aujourd'hui, tout à l'heure, dans cet après-midi, que bon, ils s'émerveillent, ils ont raison d'ailleurs, d'une certaine manière, sur ces petits engins-là qu'on a inventés, là, dont on ne peut plus se passer, qui sont devenus notre carnet intime, notre lien, notre compagnon, on est nuit et jour avec lui. Bon, alors un peu trop, mais que tout ça, c'est rien, quoi. C'est vraiment de la gnognotte à côté de ce qui est là-dedans. Je lui ai posé la question, est-ce que vous savez combien d'équivalents SMS envoie votre cerveau par seconde? Alors, ce n'est pas des SMS tout à fait du même mode, mais c'est-à-dire c'est des signes, c'est des protéines qui sont envoyées et reçues et envoyées par le cerveau, nuit et jour, pour que le cœur marche, les reins, tout l'organisme. Tout l'organisme. Et en plus, la pensée, mais la pensée, c'est une toute petite partie. Tout le reste, c'est pour maintenir notre corps en vie. Bien, bon, il me disait peut-être 10 000, 15 000, un peu optimiste. Non, c'est entre 1 500 000 et 2 milliards à la seconde. Vous voyez la performance, quand même? Est-ce qu'on s'extasie sur la performance du cerveau? Le cerveau, c'est 150 km de neurones qui sont reliés avec des milliards de connexions. Il y a une puissance de rassemblement des données extraordinaires là, dans cette... Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas le cogner n'importe comment, à ne pas le taper, à ne pas le remplir de trucs de fumée qui vont l'encrasser, là, parce que vous avez un appareil qui est merveilleux. Ça, faudrait le signaler au passage. C'est pas simplement ça fait du mal de boire, ça fait du mal de fumer, c'est pourquoi? Parce que voilà, vous avez là un potentiel qui va être progressivement altéré, sans parler de tout le reste, les yeux, le cœur, c'est-à-dire retrouver une capacité d'émerveillement et de sens. C'est parce que vous avez des outils formidables, c'est parce que vous avez un potentiel formidable, et bien qu'il faut que vous le cultiviez. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut reprendre, je pense, une capacité d'émerveillement qui n'est pas quand même ce qui est le plus courant. Ouais. Bon. Et sur des choses comme cela, basiques. Alors, pourquoi c'est important? Mais parce que, au travers de mon expérience, tout ce qui fait problème, tout ce qui fait qu'on manque de confiance, tout ce qui fait qu'on se sent sans valeur, comment on va se sentir une valeur. Bon,
Ça dépend de quoi de se sentir une valeur? Mais ça va dépendre du regard qu'on va poser sur vous. C'est nous qui sommes les fabricants des valeurs de nos enfants. Ouais. Alors pas simplement en leur disant « je t'adore parce que tu es mon miroir ouais. Et parce que tu es une partie de moi ». Je t'adore pour tout ce que tu as comme capacité que tu vas mettre en œuvre. Tout ça, c'est un devenir, c'est pas simplement tu es là et on ne peut plus se quitter. Ouais. Non, tu as ce potentiel et il faut que tu le mettes en œuvre. Alors comment ça va se faire? Mais là, je crois qu'il est important de se rappeler que finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a ces deux émotions, la confiance et la peur. Et dès qu'on est que dans la peur, il va falloir se défendre. Et que là aussi, il faut retrouver des choses très primaires qu'on partage un peu avec les animaux. Des choses très primaires, c'est qu'un animal, il est programmé, comme tous les êtres vivants, pour se perpétrer. Et il est programmé, l'animal, pour se défendre contre toute menace. Et comment il va se défendre devant la menace? De manière active. Si votre chien est menacé, il va devenir agressif, ou il va fuir, ou quelquefois il va se coucher, et ça va faire que l'adversaire ne va plus l'attaquer. Ouais. Devant toute menace, on va être amené à répondre de manière active. Eh bien, c'est pareil. Quand nous avons peur, quand nous nous sentons menacés, eh bien, on va devoir répondre de manière active. Et vous voyez, il y a deux manières assez simples de répondre de manière active. Une manière, c'est la manière créatrice, c'est celle de la vie, c'est-à-dire dans l'échange, voilà, dans le partage. Alors, par exemple, bon, je me sens, je doute un peu de moi, tout d'un coup, je retrouve du moral, de l'importance. Pourquoi? Parce que je suis amoureux, parce que je suis important pour quelqu'un, parce que je découvre un ami que je n'avais pas et tout d'un coup, on partage cette amitié, parce que je développe une compétence. Alors, ça peut être à l'ordinateur, ça peut être faire du violon, ça peut être aider des personnes en difficulté, ça peut être, c'est-à-dire tourner vers les autres. Mais le problème d'aller vers les autres, c'est que ça vous rend dépendant des autres, voilà, de la réponse des autres. Et que dès qu'on veut faire quelque chose de manière plus ou moins passionnelle, eh bien, on dépend de l'objet de la passion, et que si on est déçu, eh bien alors là, ça va tout faire s'effondrer. Et là, je leur disais aussi cet après-midi, vous voyez, il y a quelque chose qui est basique au niveau de l'homme, c'est que plus nous désirons quelque chose, bien plus nous risquons d'être déçus. Ceux qui ont peu de désir, au moins, et l'avantage, c'est qu'ils auront peu de chances d'être déçus. Ils n'auront peut-être pas une vie aussi très, très ouverte, très, très vivante, très intéressante, mais bon, il y a tous les degrés. Hein. Mais vous voyez, plus vous êtes sensible à cette... Vous attendez de choses, plus la déception va avoir un effet ravageur. Et que si vous êtes déçu, alors la tentation pourrait être de tourner cette attente déçue en un rejet. Alors j'ai été abandonné, alors j'ai envie de me tuer. Ou j'ai envie de tout laisser tomber. Ou plus rien n'a de valeur. Pourquoi? Parce que c'était pas important? Non, au contraire. C'était tellement important que du coup, je ne supporte pas d'être déçu. Et combien dans les familles aussi, pas seulement dans les familles. Les gens les plus sensibles. Ah, il m'a manqué de respect une fois. Tant qu'il n'aura pas fait des excuses, je ne lui parlerai plus. Ah, on m'a manqué de ceci ou de cela. Je ne dirai plus, je m'enferme dans ma dignité froissée et je ne dirai plus un mot. Combien on voit aussi dans les travaux qu'on a pu faire, nous aussi, avec des parents, ces parents si sensibles. Il faut dire que c'est souvent les hommes qui ont le plus mauvais... Dont on dit du caractère, ça veut dire qu'ils ont mauvais caractère. Enfin bon, mais ça peut leur donner une force, hein, une très grande force. Mais voilà, dès qu'on n'est pas comme ils voudraient qu'on soit, alors là, c'est le coup près. Ouais. Bon. Et c'est terrible, parce que c'est en tout ou rien. On fonctionne, c'est ça les émotions quand elles sont fortes. Vous voyez, l'émotion, c'est l'anti-ordinateur. C'est ce qui fait que nous sommes des êtres vivants et pas des machines. Les robots humanoïdes, on en fait, vous savez qu'ils vont servir dans les maisons de santé là, pour faire des soins, pour distraire les gens âgés. Ce n'est pas des êtres vivants, même si on leur apprend le langage, parce qu'ils n'ont pas d'émotion. Et l'émotion, c'est ce qu'il y a de plus basique, de plus biologique. C'est de la chimie cérébrale, l'émotion. C'est ce qu'on partage avec l'animal, c'est le monde animal, qui est fourni par les liaisons avec le corps.
Mais c'est ça qui va donner la saveur de la vie. Alors c'est plein de nuances. Sauf que quand les émotions sont fortes, elles fonctionnent comme l'ordinateur. C'est-à-dire c'est bon ou c'est mauvais. Alors vous avez des gens entiers comme ça. Moi c'est comme ça. Ou c'est bon ou c'est mauvais. Mais ça c'est terrible. Parce qu'on est toujours dans l'excès. Le bon, c'est cette espèce de confusion avec l'autre. Tu es bon, c'est-à-dire tu es comme je veux. Et si tu es pas comme je veux et comme je l'estime, alors tu es le diable et je ne veux plus te voir. Ça c'est terrible. Voyez. C'est pas la vie. La vie c'est les nuances justement. C'est là que tu me déçois. Mais à côté, tu as ceci qui est bien. Et puis tu m'as déçu une fois. Ça ne veut pas dire que tu me déçois la fois d'après. Et puis on a le droit de déraper. C'est pas pour autant qu'on est tout... Non, si tu as fait ça, bon voilà. Vous voyez comment on va s'enfermer quelquefois à cause des émotions. Alors ça, c'est ce que nous montre aussi de manière grossière la pathologie dite mentale. C'est combien les émotions, c'est là, on y reviendra peut-être dans la discussion, je ne veux pas trop m'y attarder, pas faire mais c'est là tout ce dont on parle récemment depuis quelques années, les troubles bipolaires, qui sont connus depuis l'Antiquité. Mais nous sommes tous des bipolaires, c'est-à-dire que notre humeur, nous savons qu'elle est variable. Hein. Et que l'humeur, vous ne pouvez pas la programmer comme vous programmez le matin, vous pouvez vous choisir vos habits du jour, vous ne choisissez pas votre humeur. Vous n'allez pas dire, tiens, ce matin, je vais être de mauvaise humeur jusqu'à 11h. Puis après, bien, à 11h, je serai là un peu impulsif, là, une baigne dès qu'on me contrarie. Et puis peut-être l'après-midi, là, je vais être farceur, vers 2h, 3h, je vais faire des blagues. Non, on fait ce qu'on peut avec des émotions. Ouais. L'émotion, ça nous surprend. C'est des choses qui, comme ça, surgissent, et c'est pourtant le sel de la vie. Mais en même temps, on a ceux qui sont très sensibles, ils ont tendance à le vivre en tout ou rien. Alors si c'est pas bon, si c'est mauvais. Tu m'as déçu, alors je t'aime plus, je ne veux plus te voir. Bon. Je t'aime tellement que s'il y a la moindre déception, je ne te vois plus voir, je vais te tuer. C'est pas l'amour qui fait faire ça. Ça n'empêche pas qu'il y ait de l'amour. Mais ça veut dire qu'on ne supporte pas le moindre écart. Et que dès qu'on se sent comme ça, confronté à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui nous déçoit, qui nous étonne, eh bien, ça bascule de l'autre côté. Alors ça fait des climats extrêmement orageux. Ouais. Et si on est tout le temps comme ça dans des familles, et on ne le choisit pas, vous ne choisissez pas d'être comme ça. Mais peut-être que si vous savez le côté toxique, vous pouvez arriver à choisir, à mettre un petit peu de jeu, ouais, à ne pas être toujours dans le frontal. C'est tout comme ceci ou tout comme cela. Donc rien n'est binaire, il n'y a que dans l'ordinateur. Vous voyez comment, avec des émotions très fortes, on va retrouver une certaine forme de fonctionnement de l'ordinateur. Et non plus les nuances qui font la vie. Non plus la capacité de pardonner. Et de dire, mais oui, tu as fait ça parce que, mais justement, parce que tu es très émotif. Alors tu as été très entier, tu m'as répondu dans une colère comme ça, tu m'as envoyé balayer. Mais c'est aussi parce que tu m'aimes. Et parce que tu ne supportes pas la contrariété. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est important entre nous? Ben, c'est d'arriver à se reparler et de s'aimer, et non pas à s'enfermer. Ouais. Vous voyez comment les êtres humains sont arrivés à faire des choses terribles. Je le citais aussi cet après-midi, mais enfin, il y a des... ouais. Quand on repense aux dettes d'honneur, ouais. Alors, dans certains milieux comme ça, souvent très machistes, toujours autour des hommes, ça, un peu en tout ou rien, c'est-à-dire il faut la maîtrise. Bon. Je citais ce cas de ce jeune, comme ça, d'un pays, ça pourrait être, c'était l'Albanie, mais ça existe dans d'autres endroits, ouais, qui ne connaissait pas, qu'il était la deuxième génération à vivre aux États-Unis, et qui, pour ses 15 ans, on le renvoie, il revient retrouver ses ancêtres en Albanie, etc. À peine arrivé, il est tué à coups de fusil par un grand-oncle, parce qu'avant la guerre de 40, la famille du grand-oncle avait eu quelqu'un de tué par quelqu'un du côté de notre partie de la famille, de ce neveu. Alors voilà le grand-oncle qui accomplit sa dette d'honneur, qui va se retrouver en prison pour sa vie, le gamin qui est tué, tout ça au nom de quoi? Comment les êtres humains peuvent faire des stupidités pareilles au nom de l'honneur? L'honneur, c'est important, bien sûr, mais l'honneur, c'est nous qui le faisons. Nous avons la capacité de dire ce qui est important comme valeur et ce qui l'est moins. Et quand on est pris dans des contraintes éducatives comme ça, ben on va croire. Voilà, comme on a vu des exemples terribles récemment, qu'on va faire croire que ça, c'est ça qui produit la vie, que c'est... Et quand c'est destructeur, peut-être qu'on pourrait se dire, attention, ouais. Attention de ne pas être tout le temps comme ça dans le tout ou rien. C'est comme une machine, on fonctionne comme une machine. Et l'être humain, c'est de la nuance. Voilà. Alors, des choses comme ça, on pourrait se dire.
et le climat avec les enfants. Ne pas les faire vivre comme ça, avec tout le temps le sentiment que si c'est pas tout bon, c'est tout mauvais. Ça, c'est quelque chose. Et encore une fois, ceux qui le font, c'est pas par malignité, ils ne choisissent pas. Ils sont victimes de leurs croyances et des émotions attachées à ces croyances. Vous voyez bien ce que peut faire un être humain quand il croit. Le problème, c'est qu'il faut dire on peut croire n'importe quoi. Ce qu'on croit, ce n'est pas nécessairement la vérité. Et pour savoir si c'est valable, on pourrait se dire, entre nous, quand même, quand ça va dans le sens de la vie. Bon, on peut avoir tout d'un coup des relations affectives un peu exagérées, un peu peut-être enthousiastes, mais ça va dans le sens de la vie. Et alors, c'est pas grave. Dès que c'est de la destruction, méfions-nous de nos croyances. Si nos croyances nous poussent à détruire, c'est généralement que derrière, il y a la peur. Voilà. Et la peur, elle ne doit pas être la grande conseillère de notre vie, mais plutôt le désir de partager. Donc dès qu'on sent que la destruction est là comme un prix à payer, alors on devrait pouvoir se remettre autour de la table et discuter. Est-ce que les religions aussi, d'une certaine manière, enseignent en partie autour du pardon, de la capacité de pardonner, parce que justement, on n'est pas tout bon, tout mauvais. Oui. Donc c'est cet état d'esprit, je pense, qu'il faudrait qu'on prenne en compte. Alors, je vous disais tout à l'heure que dès qu'on est menacé, comme l'animal, on a besoin d'avoir un rôle actif. Si on l'a pas du côté de la créativité, autour de la passion, autour de l'amour, autour de l'élan, eh bien on peut l'avoir autour de la destruction. Et là aussi, je le redis parce que c'est pour moi fondamental. Vous voyez bien que tout ce qui est de l'ordre de la vie, on ne peut pas le maîtriser. Je pense que vous le savez comme moi, mais on n'y réfléchit pas. On a été incapable, c'est pas vous qui avez décidé de vivre, que je sache. Enfin, s'il y en a un qui a une information là-dessus que je n'aurais pas, vous me le dites. Mais enfin, je pense qu'on ne vous a pas demandé votre avis pour naître. Et si vous voulez vous reproduire, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Dès que vous avez quelque chose qui est bon, qui est de plaisir, c'est important de le partager avec les autres. Il n'y a pas de plaisir, de bonheur solitaire. Par moment, en pensant à des personnes qu'on aime, qu'on va rencontrer. Là, on peut, même à leur absence. Mais tout seul, non, le plaisir, c'est dans l'échange. Et tout ce qui est de l'ordre du plaisir, ça se termine. Excusez-moi, mais bon, voilà. C'est un peu sombre, il ne faudrait pas vous attrister. Mais enfin, vous le savez, dès que vous êtes bien, vous passez des vacances heureuses, vous avez une soirée formidable, ça va se terminer. Et vous ne pouvez pas dire, écoutez, on est tellement bien que je vais vous enfermer dans la pièce. Là, aussitôt, ça casse le plaisir. Hein. Tu ne peux plus sortir, on a passé la soirée, mais je fais une forteresse, on va s'enfermer. Non, non, ça ne va plus là. Ça ne supporte pas la maîtrise, la vie. Vous vous rendez compte, ça? On ne peut pas mettre la vie au congélateur. On ne peut pas la figer. Alors, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on a confiance. Donc, la soirée se termine, on en fera une autre. Les vacances, c'est fini, mais les prochaines. Peut-être. C'est pas sûr. Ça va dépendre. On ne peut jamais complètement contrôler le vivant. Personne ne peut savoir à quel moment il disparaîtra. On ne consulte pas là-dessus. Bon. On n'a pas un pouvoir de maîtrise. Par contre, donc, et si vous me dites ce qui est le vœu de tout le monde, et que vous dites à vos enfants, moi, on a envie d'avoir une vie heureuse. Une vie heureuse, c'est quoi? C'est pouvoir partager dans le travail, dans la famille, dans les amours, dans les liens, dans la camaraderie. C'est ça, le bonheur. C'est ces moments de partage si formidables. Et c'est vraiment si formidable parce que non plus, ils ne durent pas, mais ils vont revenir. On n'est pas tout le temps dans un état de béatitude, sinon ça ne serait plus de la béatitude. Donc ça va revenir. Sauf que, encore une fois, c'est au risque de la déception. Voilà. Tout ce qui est de la vie est au risque de la déception. Et on ne peut pas ne pas l'accepter. Parce qu'on n'est pas sûr. Vos amis, vous pouvez vous brouiller. Ils peuvent vous décevoir à un moment donné. Vous avez cru ceci, puis ça ne s'est pas passé. Et ce n'est pas la fin du monde. Parce que ça peut être temporaire. Parce qu'il y a d'autres amis, vous voyez. Mais par contre, tout ce qui est de l'ordre de ce que j'appelle la destructivité, c'est-à-dire la coupure du lien. Et vous me dites, je veux avoir une vie heureuse, réussie, épanouie dans tout ça. Je vous dis, je vous le souhaite très sincèrement, je ne peux malheureusement pas vous le garantir. Mais si vous me dites, moi j'en ai rien à foutre, la vie c'est de la merde, et ça n'a pas d'intérêt, et je n'attends rien de la vie, et tout me dégoûte, et je ferai tout échouer, et je veux rien faire, alors là c'est possible. Vous avez besoin de personne et vous gagnez à tout coup. C'est formidable quand même. Vous vous rendez compte? Ça marche à tout coup. Vous êtes sûr du résultat?
Je ne vois plus personne. Ouais, vous pouvez vous enfermer. Plus personne ne m'intéresse. Mais quel est le prix à payer derrière tout ça? Et vous voyez quand même cette tentation qu'on peut avoir. Et qui peut l'avoir? Mais souvent les gens les plus sensibles. Parce qu'ils ont été déçus. Alors on m'y reprendra plus. Même pas mal, va dire le petit enfant avec des larmes dans les yeux. Même pas mal, ça m'est égal. Et bien voilà, ça c'est la tentation, de se fermer comme ça sur le plan émotionnel. J'ai été déçu, je tire le rideau de fer. Ça, il faudrait le savoir. Voyez. Aider nos enfants à comprendre que c'est pas en tout ou rien, voilà. Et que c'est pas parce qu'un jour ça n'a pas marché que ça ne remarchera pas. Et savoir qu'encore une fois, la déception, elle s'alimente de la force de nos envies. Si quelquefois j'ai envie de mourir parce que j'ai été abandonné, mais pourquoi? Parce que c'était pas important le lien, pas du tout. C'est parce que c'était si fort que si l'autre y répond pas, je me sens désespéré. Mais la force qui venait de moi, elle demeure. Alors non seulement l'autre n'a pas répondu, le balourd à cet amour n'a pas su le voir, mais en plus, moi qui en suis le producteur, je le détruirai parce que tout d'un coup, l'autre n'a pas su répondre. Mais c'est d'une tristesse épouvantable, ça. Cette force de l'envie, il ne faut pas la détruire. On comprend qu'on soit triste, mais cette tristesse, elle est à mesure de cette envie. Cette envie, elle demeure. Et la possibilité qu'elle se réalise, elle demeure tant qu'on vit. C'est ça qu'on peut aussi dire. Apprenez à supporter la déception, non pas parce qu'il faut supporter la vie n'est qu'une série de souffrances, tu dois supporter la déception, etc. Non, c'est parce que si tu es déçu, c'est que tu as la force de ces envies qui sont une force pour l'avenir. C'est ça qu'il faut pouvoir dire et en témoigner. Et après, il faut le temps de la cicatrisation. Et ça viendra parce que c'est une force, cette capacité d'envie et d'aimer, vous voyez. Donc pareil, parce que tu as eu une mauvaise note, parce que tu as eu ça n'a pas marché, parce que... Et alors c'est pas marché là. Et vous voyez comment les plus sensibles vont avoir du mal à... Alors pourquoi c'est comme ça? Il me semble, si vous voulez, que c'est lié justement à la spécificité humaine. C'est-à-dire que l'être humain a cette particularité par rapport à tous les autres animaux, c'est que c'est le seul à être, comme je vous le disais tout à l'heure, conscient d'être conscient de lui. C'est ça qui fait l'humain. C'est pas d'avoir des représentations, c'est-à-dire de pouvoir représenter les objets en leur absence. Le chien, tous les animaux en ont. Votre chat, quand il rêve et qu'il court après la souris, vous voyez très bien que la souris, elle est dans sa tête. Hein. Il est en train de rêver, mais il dort, mais il est en train de... Il est là. Ils parlent, ils communiquent entre eux. Ce n'est pas les mêmes cris dans les cris d'amour, les cris de faim, les cris de peur, les cris de... Ils ont un langage. Ils comprennent votre langage. Quand vous dites à votre chien promener, vous n'avez qu'à voir les bons qu'il fait. Il est dans un état, pouf, ça fait un déchaînement extraordinaire. Le seul mot que vous dites, promener, hop là. Puis tout d'un coup, vous ne promenez plus. Oh là là, il fait une dépression, lui aussi. Il est bipolaire aussi. Moi, je suis déprimé, puis il reste comme ça. Voilà. Donc on partage ça. Seulement, lui, il ne peut pas le partager avec d'autres. Pas seulement parce qu'il n'a pas de langage, parce qu'il ne peut pas se dire « Ah, mais quand même, mon maître, cette fois, il me joue des tours, il promet des choses qu'il ne tient pas. » Il ne peut pas jouer avec les représentations. Nous, si. Ah, c'est ça, la grande différence. On peut jouer avec les représentations. Je dirais que le psychique, c'est un peu ce virtuel, qui est de me dire « Mais je suis ça, mais aussi ça, et un peu ça. » Voilà, c'est ça. Je ne suis pas d'un bloc. Et on peut jouer comme cela. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, le fait d'être conscient de soi? Mais il me semble 3 conséquences assez basiques. La première, c'est quoi? C'est qu'on va voir qu'on pourrait toujours avoir plus. Et qu'à partir du moment où l'homme, très progressivement, après des siècles et des siècles, je dirais peut-être des millénaires, a commencé à se dire « mais je me vois, mais je suis semblable à toi et en même temps moi différent », eh bien, qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, il a vu qu'il y en avait qui avaient plus que d'autres. Et il a vu qu'il allait mourir. Pas tout à fait neutre. Et on voit dans les grottes de Lascaux, dans les premiers hommes, comment ils ont commencé à s'interroger sur qu'est-ce qu'il y a après la mort. Alors les animaux, ils peuvent sentir la mort. Ils ont même quelquefois des rites de deuil. Mais sur le moment, quand ils la pressentent, ils ne peuvent pas le communiquer à l'avance. Nous, dès la naissance, on va nous parler de la mort. On va voir que la mort est là. C'est ça, cette capacité d'anticipation qui est propre à l'être humain et qui a comme conséquence que ça fait de nous, vous voyez, des êtres d'addiction, je pense. L'addiction, ce n'est pas la société moderne.
Elle favorise ça comme elle favorise le reste. Parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités de choix. Mais elle est inhérente à la conscience. À partir du moment où j'ai conscience de moi, mais qu'est-ce que je vois? C'est que d'autres peuvent avoir plus que moi. Ah ben là, celui-là, il est plus aimé par sa mère que moi je le suis. Ou je pense qu'il est plus aimé. Ah, il a des habits plus beaux. Ah, il a ceci. Ah, il a cela. On est tout le temps en train de se comparer. Les animaux, s'ils n'ont pas, ils sont programmés pour aller prendre la nourriture pour survivre. Mais ils ne sont pas tout le temps en train de regarder si l'autre en a un peu plus, si c'est plus joli, si c'est mieux rangé chez lui, s'il a une queue plus grande ou des oreilles plus belles. Non, nous aussi, nous passons à ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'on se sent, la potentialité addictive, c'est de sentir, et ça, vous voyez comment ça touche la confiance, c'est de sentir qu'on pourrait toujours avoir plus. Je pourrais avoir plus ceci, je pourrais avoir plus de cela. C'est vrai. Et alors, est-ce que j'aurais plus de valeur pour ça? Ça dépend. Ce qu'on va donner, quel sens on va donner aux mots valeurs, oui. C'est à nous de choisir. Mais nous sommes quand même tout le temps sollicités au fait que ça pourrait être plus. Et probablement qu'une des premières addictions, je pense, c'est la recherche. Que les êtres humains sont condamnés à chercher. Pourquoi ils sont comme ils sont? À partir du moment où ils ont eu conscience d'eux-mêmes, eh bien on s'est mis à chercher. Pourquoi je suis sur Terre? À chercher, à trouver des explications, les religions, les croyances, la science. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le sens de la vie? C'est pas la plus mauvaise d'ailleurs des addictions. Et on ira tout le temps. On ne pourra pas ne pas chercher. Parce qu'il nous faut comprendre pourquoi on est comme ça. Ouais. Mais très souvent, au lieu que ce soit un moteur comme ça à la recherche, ça va être simplement une comparaison. Il a plus, il a moins, il a plus, il a moins. Ouais. Alors nous sommes des êtres d'addiction. Nous sommes des êtres de paradoxe. C'est-à-dire de fausses contradictions. Les paradoxes, c'est ça, c'est des fausses contradictions. Et le premier des paradoxes, c'est qu'à partir du moment où on est conscient de soi, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, que pour être nous, il faut se nourrir des autres, il faut écouter, il faut apprendre le langage, il faut aller à l'école. Il faut se nourrir des autres, comme tous les animaux, comme tous les êtres vivants, même les plantes, se nourrissent de l'environnement. Je vous parlais de la graine tout à l'heure. Mais comme on est conscient de soi, pour être moi, il faut que je sois différent de papa et maman. Alors comment être différent de papa et maman si je fais que les écouter? Alors vous voyez que la question de l'obéissance apparaît comme contradictoire avec l'autonomie. En ce moment, ça se joue beaucoup. On a plus de liberté, ou les enfants ont plus de liberté. Et pas certains vont croire que tu me dis de faire ça, mais tu vois, je fais le contraire, tu vois, comme je suis libre. Non. Je ne suis pas libre, puisque je suis contraint pour me sentir libre de faire le contraire, sans savoir ce qui est le plus intéressant pour moi, pour mon autonomie, pour ma valeur, c'est d'écouter ce qu'on me dit ou de faire le contraire. Non, je fais automatiquement le contraire. Oui, ça, on peut toujours dire non, on peut toujours s'opposer. Mais si ça apporte rien, si ça ne nourrit pas, ça mène à rien. Donc vous voyez comment on est tout le temps dans cette sollicitation. Et là, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur la déception. C'est que plus on a besoin de quelqu'un, plus on va ressentir ce besoin comme un pouvoir de l'autre sur moi. Ça fait des charmes des relations amoureuses, mais ça fait aussi leur côté tragique. C'est-à-dire combien de gens, bon, dès qu'ils se sentent, qu'ils s'attachent, ont peur de cet attachement, pas parce qu'il n'est pas important, parce que c'est comme s'ils perdaient leur liberté. Et ça va se sentir, je le disais aussi par rapport à l'adolescence, où les enfants vont vous dire, on me prend la tête, tu me prends la tête. C'est-à-dire, je ne suis plus moi, mais personne ne peut vous prendre la tête. On vous prend la tête que parce qu'elle est ouverte. Alors c'est pour ça que c'est les mères qui prennent surtout la tête. C'est parce que c'est les plus importantes. Donc l'enfant ou l'adolescent devant la mère, c'est qu'on voudrait bien qu'elle nous approuve, qu'elle soit contente, et en même temps, elle voudrait bien qu'elle nous laisse faire ce qu'on veut. Mais que quand même, elle soit contente qu'on fasse ce qu'on veut. Bon. Alors ça marche toujours pas. Alors du coup, on n'en sort pas. Et on dit, ça me prend la tête. Mais parce qu'elle nous importe. Celui qui vous embête, il ne vous prendra pas la tête. Il vous casse les pieds, vous le voyez, vous ne sortez pas la porte d'à côté parce que vous avez marre d'écouter ces histoires. Il ne vous prendra pas la tête. Celui qui vous empêche de dormir, et dans les milieux du travail, ça fonctionne aussi, la prise de tête, il n'y a pas que chez les ados. Mais s'il vous empêche de dormir, c'est parce que votre tête est ouverte. Ça, il faut le savoir. C'est parce qu'il a de l'importance, parce que vous êtes amoureux ou amoureuse, parce qu'il a un pouvoir hiérarchique, parce qu'il a des connaissances que vous aimeriez bien avoir, mais il vous intéresse. La prise de tête, c'est qu'on a un intérêt. Alors, si on le sait aussi, ça nous aide un peu à relativiser, à dire il m'intéresse, mais peut-être qu'il n'est pas aussi intéressant que je le crois. Alors, ça déjà va lui fermer un petit peu son caquier, voyez. Ouais. Et
dans le travail, ça joue beaucoup, ça. Ouais, on pourrait se dire cela. C'est qu'il représente une valeur que j'ai peur de ne pas avoir parce que je n'ai pas assez confiance en moi. Alors le raisonnement pourrait pas supprimer, mais atténuer un peu. Et plutôt que de penser que c'est lui qui a des pouvoirs particuliers qui fait qu'il vous hypnotise. Non. Donc vous voyez comment l'émotion peut être le cheval de Troie de nous à l'intérieur, de l'autre à l'intérieur de moi. Si tu m'émeus, alors ça va beaucoup jouer chez les hommes aussi. Les hommes n'aiment pas beaucoup montrer leurs émotions, parce qu'ils se sentent à ce moment-là, voilà, comme... me donne envie de pleurer. Alors non, c'est comme si je me déculottais en public. Là. Un homme, d'abord, c'est complet en général, ça n'a besoin de rien, c'est autosuffisant. Il a été pourvu par la nature au départ, avoir tout. Donc voilà, on n'a pas à attendre quoi que ce soit. Bon, ça joue beaucoup, à mon avis, dans la réussite scolaire des filles à l'heure actuelle. C'est que pour beaucoup de garçons, surtout dans certains milieux culturels, eh bien, il y a quelque chose d'humiliant à ne pas savoir. Ouais. Une fille, elle ne sait pas, elle va vous dire, ben, apprenez-moi. Pas rien faire. Hein. Dites-moi, comment on fait? Un garçon, non, mais je devrais tout savoir de naissance. Même que je suis tout complet, moi, j'ai pas de trou, moi. Hein. Je suis blindé, quoi. J'ai pas de... Non. Ouais. Donc, voilà, il y a un petit peu cette culture. Ouais. Voilà pourquoi votre enfant va se retrouver à aller jouer des biscottos dehors au lieu d'apprendre à l'école. Parce que, voilà, les femmes... Mais ça peut changer, hein, culturellement. Les filles aussi peuvent dire, nous aussi, on... Ça peut culturellement. Mais probablement que c'est la grossesse qui fait aussi cette capacité que pour la femme, recevoir, c'est pas du tout passif. C'est un acte de vie. Je reçois et je fais germer. Enfin, j'en fais je le développe, vous voyez. Pour l'homme, c'est beaucoup plus délicat. Donc, vous voyez comment tout ça sont des histoires d'émotions qui vont jouer. Que certains garçons, effectivement, le climat dans lequel ils vont être élevés va faire qu'ils vont ressentir le fait de ne pas savoir, vous voyez, comme quelque chose, et le fait d'avoir à apprendre comme menaçant. Comme si on mettait en cause leurs valeurs au départ. Et s'ils voient en plus que les petites copines elles réussissent mieux qu'eux, alors là, ça va casser la comparaison. Là encore, l'envie. Et donc, une des façons de supprimer cette envie, c'est de dire, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Hein, tout ça, c'est bon pour les gonzesses ou les PD, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis le plus fort. Vous voyez, bon. Vous voyez, cette peur comme cela d'être passif, de la réceptivité. Ouais. C'est quelque chose de très important. Et ça, c'est dans la culture. Montrer comment apprendre, c'est une richesse. On doit pouvoir tolérer ça. Donc nous sommes des êtres de paradoxe. Ce besoin que j'ai de l'autre, et nous ne pouvons nous construire que par rapport à l'autre, c'est aussi un pouvoir que je donne à l'autre. Et plus je suis émotif, plus je peux avoir peur de l'émotion qui me rend dépendant de l'autre. Et ça explique bien des résultats paradoxaux, notamment dans certains, nous on l'a beaucoup vu dans les passages à l'acte, qui sont des ruptures brutales de relations, où on voit souvent, vous voyez, en institution, des adolescents qui tout d'un coup, avaient réussi des choses, et puis, pop, ils cassent tout. Ils font une sortie, ça se passe très bien, ils sont contents, ils reviennent, ils foutent le feu au local, où on dit, qu'est-ce qui se passe, ils peuvent pas. Ben oui. Parce qu'il y avait un rapproché trop rapide, qui leur a fait sentir, au fond, combien ils étaient dépendants du regard de l'autre sur eux, combien ils avaient pris de plaisir à ce qu'on s'occupe d'eux. Puis tout d'un coup, ils ont l'impression de perdre pied, que de toute façon, ça ne va pas durer, qu'ils vont décevoir. Ouais. Et alors, on redevient l'acteur, on préfère être l'acteur de sa déception que de la subir de la part des autres. Vous comprenez le mécanisme? Ouais. C'est toujours pareil, c'est assez simple. Mais c'est terriblement ravageur. Et beaucoup de ceux qui vont comme ça renouveler des passages à l'acte en institution, répéter les choses, c'est souvent parce qu'ils ont senti à quel point ils pouvaient avoir besoin qu'on s'intéresse à eux, combien ils ont été touchés parce qu'il y a eu un rapproché. Il y avait le film qui avait été fait sur l'école, le nom m'échappe, là, qui a été fait par un de vos collègues, vous savez, ce film-là. On voyait très bien qu'il avait noué avec une de ses élèves une relation un peu trop proche. Bon. Et là, tout d'un coup, il a fallu que ça se casse, comme si on dépendait de l'autre. Bon. Donc ça, c'est des mécanismes, voilà, des mécanismes. Ouais, c'est des réactions qu'il faut qu'on comprenne. Et de le comprendre pourrait nous aider à en jouer, à ne pas le faire en tout ou rien, c'est-à-dire à nous libérer, à nous donner un petit peu plus de liberté. Donc nous sommes des êtres de paradoxe. Je voulais dire aussi, que c'est le troisième point, c'est que ce fait d'avoir une activité réflexive fait de nous des êtres qui sont des dérégulateurs des instincts, pour le meilleur et pour le pire.
Enfin, je ne comprends pas qu'on s'étonne, quand même, de ce que peuvent faire les êtres humains d'atroce. Et c'est pas ce qu'ils peuvent créer. C'est-à-dire l'être humain, parce qu'il justement il a cette capacité réflexive, il peut choisir d'aller contre son instinct de vie en disant « je préfère mourir que de trahir des copains ». Je peux ne pas pratiquer la sexualité ou la nourriture pour des raisons morales. Je peux aller contre mes envies. Mais si je peux aller contre, je peux exercer mes envies sans limite, puisque j'ai ce pouvoir du fait que je me vois, vous voyez. Alors oui, on va dire qu'il peut être d'une destructivité, malheureusement l'histoire nous le montre, sans limite. Et c'est pas de la bestialité, comme on dit, je dirais, sottement, parce que les animaux ne peuvent pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas la possibilité par leur instinct. De temps en temps, ils jouent un peu plus, avec la souris un peu plus qu'il faudrait, parce qu'il faut se faire un peu... Mais voilà. Mais ils vont pas systématiquement être des abatteurs de souris pour le plaisir d'abattre des souris. Parce qu'ils n'ont pas, ils sont régis par leur instinct, ils n'ont pas de mérite. Hein. Pas la peine de donner tout votre argent à la SPA, enfin bon, c'est autre chose. En disant ils sont particulièrement bons. Non, ils sont. Nous avons dérégulé. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est la nature? Quand on dit c'est contre nature, mais l'être humain a la capacité de déréguler et d'avoir des activités qui ne sont pas forcément les plus habituelles. À partir du moment où c'est dans le sens de la vie, c'est-à-dire de la relation, de l'amour, ben, il n'y a peut-être pas quoi en faire un drame. Si c'est dans la destructivité, alors là, ça pose problème, parce que ça va contre la vie. La vie, c'est pas le but de la vie, c'est pas de détruire, c'est de se perpétrer. Alors en passant quelquefois par la destruction, pour se nourrir, pour se faire de la place, mais c'est pour se perpétrer. Et donc nous, l'homme a des capacités naturelles à ne pas suivre les instincts dits naturels. Et il est naturel, parce que lui, il a la capacité naturelle de déréguler les instincts. Donc je crois que certaines discussions, on ferait mieux d'y regarder tranquillement et de voir si ça va dans la destruction, dans l'amour, avant de porter des jugements à l'emporte-pièce. Le deuxième, tout sous le prétexte de normal ou pas normal, naturel ou pas naturel. Donc il est dans notre nature de déréguler les comportements dits naturels ou des animaux. Mais nous sommes en même temps des générateurs de valeurs. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, du fait de notre activité réflexive, tous, autant qu'on est, on a besoin d'un miroir dans lequel se regarder. Et qui d'entre vous n'a pas besoin de se dire « Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je compte pour quelqu'un? Est-ce que je suis aimable ?» Ça, c'est lié à notre capacité réflexive. Tout le monde a besoin. Et surtout ceux qui vous disent le contraire et qui préfèrent penser qu'ils n'ont rien à foutre que de penser qu'ils sont en attente de se sentir valables et aimés. Alors cette valeur, c'est ça qui est la base de la confiance, dont on parlait tout à l'heure, et de la confiance en soi, c'est de se sentir important dans le regard d'un autre. Alors c'est le regard de la mère, c'est le regard des parents, c'est le regard de la société. Donc il y a quelque chose qui est, inhérent à l'être humain. Et les gens qui vous disent « mais moi ça tombe mal parce que justement je n'ai aucune valeur », sauf que c'est leur valeur. C'est-à-dire ça va être leur boussole. Au nom de cette non-valeur, ça va conduire leur vie, ça va les conduire éventuellement à détruire, à se détruire. C'est pas neutre. Ne pas avoir de valeur, c'est une forme de valeur. Pas la négativité. Et en général, comme c'est la dernière qui nous reste, on s'y cramponne et on a du mal à changer d'avis. Mais c'est pas neutre. Et alors, vous voyez, c'est là où il y a quelque chose de formidable qu'on peut dire aussi à nos enfants. Oui, nous avons une marge de jeu sur des valeurs. Oui, elles changeront. On a une possibilité exponentielle de valoriser. Et en particulier, de valoriser ce qui fait notre territoire. Ce qui fait notre territoire, comme pour l'animal, le territoire, c'est pas seulement géographique pour l'être humain. C'est la représentation qu'il a de soi et qu'il pense que les autres ont de lui. Ce qui fait territoire, c'est tout ce à quoi je donne ma valeur. Alors oui, le territoire, c'est mes parents, c'est ma religion, c'est mon pays, mais c'est mon club de foot, c'est Facebook, c'est ce que je veux. C'est ce à quoi j'accorde de la valeur. Et à mon avis, on n'est qu'au début du problème. Parce qu'avec l'extension des moyens de communication, on va voir ce qui fait valeur. Et ce qui va faire valeur pour nous donner de la valeur, c'est aussi tel costume, telle attitude, tel machin, tel tatouage, de mettre des trucs ici, des plumes dans les fesses, des trucs dans le... Bon, voilà. Il faut en valeur tout ce... Bon, et pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas...
Pourquoi pas, sauf peut-être qu'il faut mettre une image de ne pas absolutiser ses valeurs, en faire un peu un jeu, des petits signes de reconnaissance, peut-être ne pas vouloir s'y agripper comme... Voilà, c'est l'agrippement qui va compter. Mais là aussi, il faut comprendre que l'être humain a cette capacité de faire valeur. Et qu'en particulier, une des valeurs essentielles, à mon avis, c'est que nous sommes des générateurs d'ambiance. C'est-à-dire que c'est à nous de voir quelle ambiance on veut faire régner autour de nous. Qu'est-ce qu'on valorise, hein? Qu'on soit à l'heure à table, que tout le monde soit au garde à vous, qu'on se salue comme si, que au contraire ce soit la pétaudière, que chacun fasse ce qu'il veut, qu'on s'enferme dans sa chambre comme dans un blocos, ou qu'on ait une atmosphère où on a le plaisir à se retrouver, à partager des choses, à se faire confiance, à échanger. Mais nous avons ce pouvoir, c'est formidable. Vous pourrez avoir, non pas la casquette de la Poste, comme dans la... Mais voilà, je suis un générateur de valeurs, je suis un générateur d'ambiance. Alors au travail, en famille, l'ambiance, elle dépend de nous, pas que de nous, mais en partie de nous. Alors on pourrait se dire en famille, alors faire de temps en temps... moi je le faisais dans mon service, je dois dire, 2 fois, 3 fois par an, je disais, alors où on en est là de l'ambiance dans le service? On passe la moitié de notre vie ensemble si on exclut le sommeil. Donc il vaudrait mieux que ce soit plutôt dans un plaisir partagé, pas pour faire des rigolos, en travaillant, mais en étant dans la confiance, plutôt content de travailler ensemble, plutôt comment. Alors on s'aperçoit souvent ce qui l'empêche, c'est des bêtises, des suppositions. Oui, mais je pense que celui-là, il m'a dit, il a laissé entendre, il y a eu cette phrase, il a eu cette réflexion, et ça y est, on est parti. Ah, il t'a dit que, mais moi, il m'a dit que, ça veut dire que, et l'autre qui fait quoi, ça y est, c'est parti. Et ça y est, on s'empoisonne la vie. Pour des bêtises. On demande qu'est-ce que vous voudriez, mais plutôt être bien, alors soyez bien. Et après, vous voyez que toutes ces bêtises, on les met, on a qu'à les passer un peu à la moulinette. C'est possible, ça. À la maison aussi. On pourrait de temps en temps, comme les grands nettoyages de printemps et d'automne, d'autrefois dans les bonnes maisons, on pourrait dire, alors quel est le thermomètre d'ambiance à la maison? Qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ça aille mieux? C'est-à-dire mettre du jeu, dans tous les sens. Plaisir du jeu, et puis possibilité de... dans les classes, dans les établissements. Est-ce qu'on communique? C'est-à-dire se donner des objectifs. Voilà. Ne pas prendre comme c'est comme ça. Il y a une ambiance pourrie, et comme c'est pourri, eh bien, ça va encore plus pourri, et donc l'ambiance va être encore plus pourrie. Mais non, on pourrait peut-être se dire vraiment, est-ce que c'est indispensable? On a plus de pouvoir qu'on ne croit. J'en suis sûr. J'en suis sûr, si vous voulez. Il n'est pas... Des choses, vous voyez, c'est formidable de pouvoir leur donner, nous, une valeur, aider à relativiser certains comportements. Cesser d'interpréter toujours les propos des autres. Et on a tendance à penser que ce à quoi on aboutit, c'est pas ce qu'on a voulu. Mais non, souvent, c'est bêtement qu'on aboutit à ne pas se parler, je dis à s'engueuler, pas parce qu'on l'a voulu, mais parce qu'on s'est laissé prendre à ce piège de ses émotions en tout ou rien. C'est pas parce qu'on a voulu. Alors on pourrait redire qu'est-ce qu'on veut vraiment, mais on veut travailler dans une ambiance où on se fasse plus confiance et qu'il y ait mieux. Alors c'est pas un monde idyllique, ça n'existera pas. Mais donnons de la valeur à ce qui le mérite. Ne valorisons pas excessivement. Vous voyez, on a cette capacité. Ça, il faut pouvoir le dire aussi aux enfants. Le créer en famille, dans l'école. Ouais. Chercher ensemble. Et à se dire qu'est-ce qu'on veut construire. Vous voyez, c'est plus l'autre. Ça doit être comme ça. C'est ensemble. Qu'est-ce qui serait le mieux? Ouais. Je crois que là, il y a du chemin à faire. Voilà. Et que c'est cet état d'esprit qu'il faudrait arriver. Et montrer que oui, il y a une forme d'autorité. D'autorité, c'est-à-dire on sait que c'est mieux d'arriver à créer une ambiance positive. Alors essayons de voir sur quoi on se dispute. Souvent c'est secondaire. Donc voyez comment ce territoire qui est devenu exponentiel chez l'être humain, ce territoire exponentiel des valeurs, fait territoire pour moi ce qui a une valeur à mes yeux et ça peut changer sans arrêt. Eh bien, ce territoire, dès qu'il est attaqué, on va réagir comme l'animal. On rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Dès qu'un animal se sent menacé sur son territoire, il est programmé pour se défendre. Les émotions sont là pour lui dire « t'es en danger, allez hop, tu pars à la guerre ». Et alors nous, voilà, dès qu'on se sent humilié, dès qu'on a l'impression qu'on critique ce à quoi on attache de la valeur, eh bien, on va partir en guerre. Alors c'est pour ça aussi qu'il est important de ne pas diaboliser ce que les jeunes aiment, en disant « Ah, mais comment tu t'intéresses à ceci, tu Facebook, à ce machin, comment ça, c'est complètement ridicule, c'est diabolique. » Non, ça sera ce que tu le fais.
Tout ça, c'est des outils merveilleux. Comme tous les outils peuvent se pervertir et peuvent vous enfermer. C'est-à-dire ne plus être des moyens d'ouverture et de partage, mais devenir complètement dépendant de quelque chose qu'on ne contrôle plus et qui vous contrôle. Et ça, c'est pathogène. Voilà. C'est des contraintes émotionnelles comme toutes les autres. Mais en soi, toutes les ouvertures nouvelles, tout ça, c'est potentiellement une richesse. Alors, rendons-le riche, vous voyez. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on le croit sur l'ambiance qu'on crée chez soi. Seulement, souvent, on va dire, mais moi, il faut qu'on soit comme ça. Et si on n'est pas comme ça va très mal. Il n'enlève pas ses chaussures quand il rentre, c'est pas possible. C'est que je dois prendre, il mettre des microbes. Je prends comme ça un exemple au hasard. Mais bon, il ne fait pas ceci, il n'a pas mis la table comme ça, il a là, il n'a pas là. Alors d'accord, il y a des petites manœuvres, mais c'est pas fondamental. Qu'est-ce qui est fondamental? Et ça, je pense que c'est une réflexion maintenant que de plus en plus on doit avoir, qu'on doit pouvoir partager. Et je disais, en terminant, je vais m'arrêter là, que je disais que oui, ce qui m'avait tellement frappé pendant mes 40 ans d'exercice, c'est justement ces questions d'ambiance. Parce que dans le service, vous savez, dès qu'il y a une ambiance, où il y a un conflit, vous avez des passages à l'acte. Je dis, c'est partout pareil. Dès qu'il y a une tension, les adolescents les plus sensibles, les plus réactifs, comme des fusibles, ils vont réagir. Quand tout d'un coup on se met à voir des passages à l'acte, des violences, des ruptures de contrats, des fugues, il faut parler avec l'équipe. Et là, on est sûr qu'il y a des problèmes entre nous. Mais là, il suffit qu'on se disqualifie mutuellement. Par exemple, c'est un service, il y avait 40 lits d'hospitalisation de jeunes, mais par moment c'était un peu chaud. Bon, il arrivait qu'on ferme la clé parce qu'on avait une inquiétude, mais il suffit que quelqu'un jeune demande à un soignant pourquoi vous fermez la clé. Alors si le soignant, n'importe lequel d'ailleurs, répond si tu arrives à le savoir, tu auras de la chance, ou tu vois bien d'où ça peut provenir, en désignant la personne qui est jugée la plus rigoureuse, là on est sûr que dans les 3 jours, il y aura des passages. Il y a quelque chose qui immédiatement qui croit un état de déstabilisation. C'est pareil entre des parents. Si on se sépare, c'est pas que le problème de la séparation, c'est la façon dont on se sépare. Ou si on est ensemble, c'est pas simplement le fait d'être ensemble, c'est ensemble pourquoi faire. Si c'est pour se faire la gueule ou sans arrêt ou de dire tu vois ta mère comment elle est, alors tu comprends pourquoi je ne le supporte plus, ton père, t'as vu cette espèce de gars. Bon, alors comment voulez-vous que l'enfant qui fait des deux se sente bien parce qu'il est pris dans ces contradictions? On peut dire non, là je ne suis pas d'accord, mais en même temps on estime l'autre. Ça n'empêche pas d'estimer, on n'est pas forcément toujours d'accord, ça c'est pas un problème. On aime plus ou moins ceci, cela, mais l'estime. Et là c'est ce qui a fait, j'en viens à ce que je commençais à dire, que je me suis dit, mais c'est tellement important l'ambiance. Nous sommes des créateurs d'ambiance en équipe. Qui me frappe, je pense que le grand problème de notre société, je dirais presque le seul à mon avis, c'est que les adultes passent leur temps à se disqualifier mutuellement. Ça c'est important. C'est bien qu'il y ait des discussions, qu'on ne soit pas du même avis, c'est une richesse, on n'est pas... Mais l'autre, celui qui n'est pas comme moi, c'est un con. Voilà. Bon, comme ça, c'est réglé. Hein. Bon, voilà. Ah, ça ne va plus. Non. C'est pas un incapable, un salaud, un con, parce qu'il n'est pas comme moi. Oh, il y a un corporatisme terrible dans notre société. Vraiment, le danger de la démocratie, elle est là. Si on ne peut pas faire l'effort de respecter l'autre. Je pense que pour les jeunes, je ne sais pas s'ils le ressentent comme ça, il y a quelque chose de très délétère dans son non-respect. Alors les enseignants, ils sont tous comme ci, les éducateurs, n'en parlons pas, les flics, bon voilà. Enfin, bon. Alors bon, j'ai créé cet enseignement, on a un diplôme universitaire, structure assez souple, sur les adolescents difficiles, approche éducative et psychopédagogique. Il y en a un d'ailleurs en Bretagne, qui peut créer un peu à la suite. On a fait ça avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, en 2001, en disant on met ensemble, avec 18 journées, avec une demi-journée d'analyse de pratique et les autres des interventions avec des exemples et avec des interventions un peu comme celle que je fais là, hein, je fais tous les ans à CEDU, bon, des diplômes universitaires où il y a toutes les professions qui sont dans un lien hautement émotionnel avec des adolescents, c'est-à-dire la santé, la justice, l'éducation nationale, enfin toute l'éducation, la police, la gendarmerie, ensemble, tous ces métiers, tous les niveaux hiérarchiques ensemble. Les juges, l'éducateur de rue, le CPE, le principal, l'infirmière scolaire, ensemble. Et en petits groupes, après d'analyse de pratique. Pourquoi? Pour montrer que chacun a une tâche différente, a une expertise différente,
mais qu'on a un but commun, permettre à ces adolescents de s'épanouir, de justement se rendre compte, mettre en valeur les beautés potentielles qu'ils ont. Et on a des moyens différents d'agir, mais ce but commun. Et que donc on se respecte, et qu'on comprend aussi, qu'on partage une compréhension sur comment on atteint ce but commun. Et que c'est le même problème que je viens d'énoncer devant vous très rapidement, qui se pose pour tous. Et que pour chacun d'entre eux, il faut savoir que dans ces milieux à haute charge émotionnelle, il faut que l'expert qui soit en accord avec l'être humain qui sont derrière. C'est-à-dire c'est la motivation. Que dans tous ces métiers, il faut qu'on sache que ce qu'on fait a une portée qui dépasse le seul champ de notre expertise, qui est cette motivation à se permettre d'apprendre, de se nourrir de l'autre, donner du sens à sa vie, que ça a une portée comme cela, je dirais, de sens de la vie, qui passe bien sûr par l'expertise, apprendre des maths, apprendre la physique, mais qui va bien au-delà, c'est-à-dire vous aider à vous sentir avec des armes dans la vie, avec des moyens, avec des épanouissements possibles, et que ça suppose en miroir que vous en connaissiez l'importance, c'est-à-dire que les adultes soient motivés, qu'ils donnent un sens, en sachant que ce sens va au-delà de la simple transmission de l'expertise. Je pense que c'est actuellement ce qui est le plus important, et qu'on peut changer les programmes scolaires. C'est bien, il faut de temps en temps changer, il faut remuer tout ça, il faut machin. Si on ne retrouve pas cette envie de partager, je pense que c'est ça qui fera défaut. Et que d'ailleurs toute méthode nouvelle marche, que ce soit en psychothérapie, que ce soit dans l'éducation. Pourquoi? Parce que c'est des gens motivés, parce qu'on a l'impression de faire quelque chose de nouveau, qu'il y a une espèce d'élan qu'on n'a plus quand on est dans la routine et la répétition. Voilà. Et que là-dessus, dans tous ces champs-là, il faut qu'on comprenne qu'on gagne, qu'on laisse un peu parler aussi derrière l'expert, l'être humain, même quelquefois pour se mettre en colère, ou pour lui montrer que quand même il est important. Qu'on ne soit pas sous une... C'est pas quand même comme donner un renseignement sur où se trouve la rue un tel ou l'horaire des trains, même s'il vaut mieux le faire avec un sourire qu'en faisant la gueule. Mais là, c'est quelque chose d'autre, ouais, de plus important. Moi, ça me semble être le grand enjeu, je dirais presque de nos démocraties et de l'école, c'est de retrouver ce respect dans la différence, justement, dans la discussion, mais ne pas se disqualifier sans arrêt, parce que je pense que ça pousse à un non-sens qui inquiète les plus sensibles de ces jeunes et qui les pousse à chercher, je dirais, une fuite dans la sensation, comme en effet le binge-drinking, comme avoir des conduites à risque, comme se donner des sensations, où là ils ont une impression de maîtrise, pour essayer d'éviter des émotions qui les renvoient à un sentiment de solitude et de doute sur leur valeur et la valeur en miroir des adultes qu'ils ont en face d'eux.